Chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver à l'aide de ce nouveau canal. Voilà, j'ai pris une grande décision en ce début d'année 2021. Eh bien, c'est celle de me lancer en vidéo pour pouvoir profiter davantage de temps avec vous, pour vous présenter à la fois mes opinions, mes réactions face à l'actualité, mes commentaires, ma vision. Je vous remercie par avance pour votre abonnement à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour ne pas manquer le prochain numéro de ce rendez-vous. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente, je suis Xavier Voincher, je suis communicant public indépendant, mais je suis aussi également, et je ne le cacherai jamais, je suis également militant Les Républicains. Alors pour ce premier épisode, j'ai décidé de traiter de 3 sujets d'actualité, qui sont la campagne de vaccination, naturellement, on est en plein dedans. Quelle est la place des territoires aussi ? C'est la question que je me pose justement au regard de cette gestion de crise. Quelle est la place des territoires ? J'entends parler des collectivités territoriales dans la gestion de la crise, de la pandémie et donc de la vaccination. Et enfin, troisième sujet, un sujet qui me tient à cœur et qui est très important. Et les médias en parlent, cette semaine a été aussi riche de commentaires là-dessus, c'est l'état, la situation de nos étudiants face à la crise, face à la pandémie. Alors, la campagne de vaccination. Depuis ce début d'année 2021, à la fois, il y a un mélange d'espoir, mais un mélange de doute. Pourtant, il y a eu un récent sondage sur France Info qui estime que 56% des Françaises et des Français ont l'intention de se vacciner. Alors, c'est bien. Alors, je vais y aller sans détour. Moi, je suis bien évidemment favorable à la vaccination, car c'est bien grâce à la vaccination qu'on va réussir justement à reprendre l'initiative sur la pandémie. Et le vaccin, c'est une véritable chance. Et oui, c'est historique parce qu'on aura mis quelques mois seulement pour mettre au point un vaccin efficace, sans effets secondaires majeurs, avec des effets secondaires traditionnels, je dirais, sur les vaccins après l'injection, en fonction des personnes, on n'est pas tous égaux. Mais le vaccin, avec sa technologie ARN messager, mais évidemment, elle inquiète. Elle inquiète pourquoi ? Parce qu'à mon avis, il y a une instrumentalisation de ce point de vue-là par les anti-vax et celles et ceux qui doutent de toute façon de tout ce que l'humanité peut créer. On est dans une période terrible. Et moi qui me désole un petit peu, c'est qu'on ne croit plus en rien. On en est simplement à se dire « Ah, c'était mieux avant aujourd'hui, la technologie, c'est ce qui va nous mettre droit dans le mur, la science est une menace, c'est un danger. » Moi, je crois absolument tout l'inverse, et de toute façon, l'histoire le prouve à chaque étape. La technologie, la science sont des chances. Alors bien évidemment, il peut y avoir à chaque fois des effets pervers, mais ça c'est dans toute conception, dans tout système. Et c'est pour ça en fait que la loi, le droit, l'éthique, la morale et donc la politique, au-dessus de tout ça, essayent de maîtriser, d'encadrer en tout cas, de prendre des garde-fous face à justement tous ces effets pervers. Le vaccin contre la Covid-19, celui qui est présenté par Pfizer, BioNTech et puis Moderna, qui utilise donc cette fameuse technologie de l'ARN messager. Évidemment, c'est une nouveauté puisque c'est la première fois qu'un vaccin va être proposé à la population et qui est basé sur cette technologie, sur ce processus. Mais le travail de recherche sur l'ARN messager, il a 30 ans. C'est une technologie qui a fait l'objet de recherches médicales, de recherches scientifiques depuis plusieurs dizaines d'années. Les laboratoires pharmaceutiques ont donc saisi l'opportunité d'exploiter les travaux de recherche qui ont été menés sur la technologie de l'ARN messager pour la mettre au profit de la gestion de la crise, de la lutte contre la pandémie. Mais réfléchissons un instant. Personne, ni aucun gouvernement, ni aucune entreprise, ni aucune officine obscurantiste n'a d'intérêt à ce que le vaccin nuise à la population ou asservisse la population. Il n'y a pas de vache folle à l'intérieur, il n'y a pas de puce 5G, ni autre chose que ce qu'il est présenté.
Car le scandale serait tel que ce serait naturellement contre-productif pour les laboratoires, pour ces entreprises et pour les gouvernements. La vaccination est donc une chance. Mais maintenant, il faut l'organiser. Et on voit bien qu'il y a un cafouillage énorme que le gouvernement, à force du faire du en même temps, et c'est bien là en fait le problème du en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps on voulait satisfaire les gens qui voulaient se faire vacciner à juste titre, et en même temps on voulait justement satisfaire les anti-vaccins, mais c'est pas comme ça en fait qu'il aurait fallu faire. Et c'est là un des problèmes du macronisme, j'aurai probablement l'occasion d'y revenir plus tard, mais le en même temps ne peut pas fonctionner, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On doit satisfaire la majorité. Le problème, c'est qu'on ne voit pas sur le terrain se matérialiser, que la communication, elle est opaque, elle n'est pas du tout transparente. On ne sait pas qui fait quoi. Au début, il y a eu des informations un peu plus claires sur, voilà, on a un centre, l'usine en Belgique, on aura justement des unités de transport spécialisées, de logisticiens. Mais après, tout ça a fait un peu pchit, comme dirait l'autre, celui-là, là. Mais tout ça, ensuite, on a l'impression que ça n'a pas été suivi d'effet. On a juste cherché dans un premier temps à vacciner Morissette. Et d'ailleurs, je la remercie pour quelque part son courage d'avoir souhaité se faire vacciner. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Comment on fait? Alors, il y a le numéro vert qui vient de se mettre en place. Sera-t-il dimensionné? Ne va-t-il pas être saturé? Ce qui est possible. Les personnes de plus de 75 ans, qui sont les premiers bénéficiaires du vaccin, est-ce qu'il fallait justement, la question, est-ce qu'il fallait dans un premier temps vacciner les EHPAD et les personnes âgées? Stratégiquement, bien entendu, et ça je crois qu'on est tous capables de l'entendre, puisque le virus, il représente une menace extrême par rapport justement aux personnes de plus de 65 ans qui présentent des comorbidités. Et cela permet surtout justement d'envisager une désaturation du système hospitalier. Mais juste pour qu'on puisse sortir le plus rapidement possible, parce que sinon les conséquences économiques et sociales vont se poursuivre, eh bien il faut quand même qu'on soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus effectif. Mais la grande leçon à tirer, c'est que dans l'hypothèse d'une autre pandémie, parce que ça pourrait arriver, et peut-être une épidémie peut-être encore plus terrible, celle-ci l'a été, on arrive vers 70 000 morts. 70 000 morts de la Covid-19, c'est l'équivalent d'une ville centre de département, de ville moyenne en France qui serait rayée de la carte. Faut avoir cette échelle-là à l'esprit. Mais pour la prochaine pandémie qui arrivera, quand? Je ne sais pas, je ne veux pas être pessimiste, mais il faut se préparer. Imaginons une nouvelle pandémie liée à un nouveau virus respiratoire. Ce n'est pas à souhaiter naturellement, mais un peu de prospective. C'est la prospective qui permet d'anticiper et de gérer au mieux la réponse que de donner l'action publique face à des crises de telles ampleurs. Eh bien, imaginons que soyons confrontés à un nouveau confinement, 1, 2, 3 mois. Eh bien, à l'issue, je pense qu'il faut tout de suite impliquer les territoires et déployer des centres de tests. Mais ça suppose aussi d'avoir du personnel, qu'il soit bénévole ou qu'il fasse partie, par exemple, d'une réserve sanitaire, ou d'une réserve ou d'une espèce de garde nationale. C'est à réfléchir sur la manière dont on pourrait appeler ce système-là, qui fera appel à des citoyens qui sont en capacité d'être mobilisés, qui sont formés tout au long de l'année. Eh bien, ces centres de tests qui seraient donc armés à l'aide de cette réserve, disons garde nationale, j'aime beaucoup ce terme, disons garde nationale, eh bien, ces centres de tests auraient permis une reprise de l'activité, et il faut qu'on se remémore ces images de files d'attente, parfois dans des conditions de gestes barrières compliqués, des files d'attente nombreuses devant l'ensemble des laboratoires qui étaient aussi saturés sur les demandes, parce que les gens avaient besoin de se faire tester à la fois parce qu'ils avaient peur d'avoir pris des risques, parce qu'ils revenaient de voyage, ou parce qu'ils avaient besoin d'aller voyager, ou pour des raisons professionnelles. Eh bien, le déploiement de ces centres de tests dans les villes-centres, par exemple, des arrondissements sur le territoire. Vous savez, un département est divisé sur le plan administratif en arrondissements. Les arrondissements et les chefs-lieux d'arrondissement, si vous voulez, c'est les sous-préfectures. Eh bien, si au moins on avait un centre de test massif sur toutes ces villes, sur toutes ces cités, avec évidemment, pour ne pas oublier les territoires ruraux, qu'on oublie quand même à l'heure de la toute métropolisation, avec des unités mobiles, justement, qui puissent être armées aussi par cette fameuse garde nationale. Et ces centres de test, car il était bien évident que dès l'origine de la crise, nous aurions trouvé une solution. Nous aurions trouvé un vaccin. Il n'y avait pas de doute à avoir là-dessus.
Au contraire, eh bien, ces centres de test, une fois que le vaccin aura été validé, mis sur le marché, autorisé, eh bien, ces centres de test auraient tout de suite été reconfigurés en centres de vaccination massifs, des fameux vaccinodromes. Je crois que c'est quelque chose auquel on aurait dû penser. J'évoquais avec vous ce scénario prospectiviste d'une, disons, hypothétique future pandémie, où des centres de tests massifs, dans un premier temps, seraient déployés dans les territoires, puis ces centres seraient reconfigurés en vaccinodromes. Je crois que ça a de l'intérêt. Aujourd'hui, le problème, c'est que les collectivités territoriales n'ont très peu d'infos. Elles attendent que tout arrive de la part de l'État, donc de la préfecture, de l'agence régionale de santé. Elles sont un petit peu bloquées et on voit bien que les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Et je crois qu'il aurait évidemment dû être opportun de permettre aux régions de pouvoir commander justement des doses de vaccins, même si, bon, il semblerait que, même si cela a été rendu possible, que les livraisons ne puissent pas s'effectuer avant, par exemple, l'année prochaine. Bon. Mais les collectivités, c'est la proximité, c'est la capacité justement d'avoir un accès immédiat à la population. C'est tout l'intérêt en fait de ce genre de logiciel intellectuel sur une gestion de crise de telle ampleur. Moi je pense qu'il aurait été de bon sens de territorialiser la gestion de crise. Mais d'une manière générale de toute façon dans notre pays, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il va nous falloir un large choc de décentralisation. Ça c'est une des clés à mon avis pour une meilleure gestion à la fois des services publics, toujours avec ce souci de la proximité dans les années à venir. À mon sens, voilà, l'État doit se concentrer sur ses principales fonctions régaliennes, au lieu de chercher à être bon en tout et en définitive excellent en rien. Être excellent dans les domaines que sont la sécurité intérieure, police, gendarmerie, la défense et la politique étrangère, la question de la santé publique, mais avec une gestion peut-être décentralisée de nos hôpitaux, et la question de la justice. Et bien évidemment aussi les questions d'économie globale. Même si l'économie pourrait être en fait une compétence qui pourrait être largement confiée aux régions, qui ont déjà d'ailleurs une compétence économique. Et qui dit économie dit emploi. Moi je pense que les agences pour l'emploi ne doivent plus être nationales. Il faut qu'elles soient territorialisées. C'est-à-dire que Pôle emploi c'est terminé. On ne peut plus avoir un pôle emploi national avec des structures locales. Il faut que chaque région se saisisse de la problématique de l'emploi par rapport à son propre tissu industriel et qu'on puisse voir émerger évidemment des agences régionales pour l'emploi. À mon avis, c'est une des clés dans la gestion du chômage et aussi pour offrir des nouvelles opportunités à celles et ceux qui sont sur le marché de l'emploi et qui ont envie de transition, qu'elle soit souhaitée ou subie. Je vais prendre l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a fait le nécessaire dès le déconfinement pour justement commander des masques, sécuriser les approvisionnements et les distribuer à travers le maillage de ses conseillers régionaux. Mais aussi, avant les fêtes de fin d'année, la mise en place d'une campagne de dépistage massif contre le Covid-19. Moi, je crois beaucoup au couple région-intercommunalité. Et à mon avis, on va devoir sérieusement réfléchir à une éventuelle suppression des conseils départementaux pour justement enlever cet échelon décisionnel, redistribuer les compétences à la fois aux régions, à la fois évidemment aux intercommunalités, communautés de communes, d'agglomérations, métropoles, pour justement remettre un peu de proximité auprès de la population. À mon avis, il y aura aussi un impact en matière de gestion de crise. Troisième sujet, c'est la situation des étudiants, qui est extrêmement préoccupante. On a vu dans l'actualité, dans les journaux, justement que beaucoup d'informations remontaient en ce sens, où les étudiants sont un petit peu désespérés, isolés. Même un étudiant de l'université de Lyon 3 a même tenté de mettre fin à ses jours, et ça me touche d'autant plus que moi-même j'étais étudiant de cette université, l'université Jean Moulin. Être étudiant, c'est un passage important dans une trajectoire de vie. Et il ne faut pas croire les clichés. Être étudiant, c'est pas forcément la bamboche, comme dirait l'autre. C'est pas forcément faire la fête à longueur de journée, être bien dans ses baskets, profiter de sa jeunesse.
c'est d'abord évidemment travailler à un diplôme, travailler à une insertion professionnelle. C'est bien évidemment tout ça. Quand on est étudiant, un des enjeux en fait, c'est justement de travailler à ses capacités d'intégration sociale dans un groupe. Dans le cadre d'un TD, dans le cadre d'une promotion, dans le cadre d'une vie associative étudiante, ou voire même de militantisme, etc. Mais de manière générale, bien avant en fait, la pandémie de Covid-19, la situation des étudiants elle était très préoccupante. Bien évidemment, il s'agit de la précarité étudiante. Là, j'ai commencé à aborder les problématiques d'isolement. Car c'est vrai, on peut être étudiant, jeune, avoir 20 ans, être disposé justement à profiter de sa jeunesse et être totalement seul, être totalement isolé. C'est une vraie difficulté aussi. En plus, on est loin de chez soi, on est loin de chez ses parents, on peut être privé de moyens de transport, évidemment on manque de moyens, donc on ne peut pas partir en vacances avec un groupe d'amis par exemple, ou profiter de soirées, voire même de sorties culturelles. Pour beaucoup d'étudiants, c'est très très dur, parce que les loyers sont de plus en plus chers, la vie est de plus en plus chère, l'alimentation, c'est très cher l'alimentation, c'est plusieurs centaines d'euros par mois. Certains étudiants n'ont pas d'autre choix par rapport justement au coût de la vie que d'aller sonner à la porte des associations caritatives pour justement pouvoir bénéficier d'une distribution de repas, trouver de l'alimentation. Donc c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants bien avant la crise qui étaient déjà isolés, même s'ils se rendaient en amphi, parce que ils ont du mal à être dans un groupe social, manque de confiance en soi, on est encore jeune, il y a une forme d'innocence. Il y a tout un tas de choses. Être étudiant, c'est pas anodin, c'est pas forcément la belle vie. C'est ça vraiment que je tenais à vous indiquer. Par manque de sociabilité, déjà, donc l'isolement, et l'isolement aussi, c'est valable pour les personnes âgées. Je pense qu'il y a deux périodes qui sont cruciales dans la vie, qui sont vraiment la jeunesse, à partir de l'adolescence jusqu'à 25, voire 30. Et ensuite, je dirais l'apogée de sa vie, pas la fin de vie, mais en tout cas à partir de 65, la retraite, etc. Il y a aussi les problématiques d'isolement dans ces deux franges de la vie, elles peuvent être très importantes. Là, avec la pandémie de Covid-19, bien évidemment, les étudiants sont réduits à ne pas aller en amphithéâtre, à ne pas aller en TD, ou alors avec cette histoire de demi-groupe, en tout cas à ne pas pouvoir profiter très souvent de l'ambiance et de la sociabilité que permet les écoles, les universités, etc. Et dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que malheureusement il y ait des décrochages. Comment voulez-vous qu'un étudiant qui, à 20 ans, on ne sait pas, peut-être certains ne savent pas encore de quoi leur vie sera faite. D'ailleurs, je crois que de toute façon aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir se projeter sur le plan professionnel à 10, 20 ou 30 ans. C'est extrêmement difficile. Il s'agit justement que les étudiants puissent revenir le plus tôt possible en cours. Ça permettra à celles et ceux de se retrouver, de travailler en groupe. Bon, je pense que de toute façon, là aussi les universités ont dû s'adapter, ont dû être extrêmement résilientes pour justement offrir des cours en ligne. Il y a eu une montée en puissance de justement tout ce qui concerne les capacités numériques des universités qui existaient déjà, mais qui étaient encore un petit peu balbutiantes, c'était pas la règle. Aujourd'hui, voilà, l'accès à l'information numérique, elle existe, mais un cours, et voilà, d'une manière générale, comme une réunion d'entreprise en visioconférence n'a pas le même effet qu'une réunion en présentiel. Et bien pour un cours, c'est pareil, parce qu'un cours avec un professeur charismatique sur scène, c'est presque le côté théâtral aussi qui est important dans la transmission des connaissances et du savoir. Donc les étudiants sont privés de ça, avec justement ces fameuses conséquences d'isolement. Donc moi je souhaiterais que les étudiants puissent à la fois revenir le plus tôt possible dans leurs amphithéâtres, dans leurs groupes de TD, et aussi que celles et ceux qui sont vraiment en décrochage puissent se signaler, ou en tout cas qu'on puisse aller les chercher, qu'on puisse discuter avec eux, trouver des solutions, pour progressivement les réintégrer, leur redonner goût à la vie étudiante, et peut-être même à la vie tout court, tellement certaines situations vont être dramatiques. Voilà ce que je tenais à vous dire sur ces 3 sujets qui sont importants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer vos commentaires ou vos réactions. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui, je l'espère, vous permettra de continuer cet échange. N'hésitez pas à en parler autour de vous
et à m'aider à ce que l'on puisse fédérer cette communauté. Voilà, portez-vous bien, à très bientôt.